Cette vidéo va être consacrée à l'un des courants importants de la pédagogie critique contemporaine actuelle, à savoir l'éco-pédagogie. On peut tout d'abord commencer par s'interroger sur la place de la question écologique dans l'œuvre de Paulo Freire. Si on remonte à Pédagogie des opprimés, c'est un ouvrage qui est centré sur l'humanisme, la question de la déshumanisation de l'être humain. Néanmoins, il y a une notion qui est intéressante par rapport à la problématique de l'écologie, c'est la notion de biophilie que Paulo Freire reprend du psychanalyste et penseur marxiste de l'école de Francfort, Erich Fromm. Fromm oppose les tendances nécrophiles aux tendances biophiles, et donc chez Paulo Freire, les oppresseurs sont marqués par des tendances nécrophiles, c'est-à-dire par un amour de la mort qui se retrouve en fait dans la réification. C'est-à-dire que la réification, c'est la tendance à transformer l'être humain ou de manière générale les êtres vivants en objets. À l'inverse, pour Paulo Freire, les révolutionnaires sont au contraire caractérisés par un amour de la vie, ce qu'il appelle la biophilie. C'est dans les années 1990 qu'émerge en Amérique latine l'éco-pédagogie, et en particulier au Costa Rica avec Francisco Gutiérrez. Il est nécessaire néanmoins de revenir sur le contexte intellectuel de l'émergence de l'écopédagogie, parce que l'écopédagogie en fait se réfère à la théologie de la libération et plus particulièrement à l'œuvre de Leonardo Boff et à son écologie intégrale. Alors cela ne va pas sans poser certaines difficultés lorsqu'on va essayer de transposer l'écopédagogie au contexte, à d'autres contextes culturels. Alors pourquoi? Parce que à cause de cette référence théologique. Et il faut en effet savoir que l'écologie intégrale de Leonardo Boff est la source de Laudato Si, l'encyclique que le pape François a consacrée à la question écologique, et donc que la notion d'écologie intégrale qui provient de Leonardo Boff a actuellement une résonance religieuse assez particulière en Europe, ce qui pose des difficultés pour, on va dire, la transposition de l'écopédagogie dans des contextes hors Amérique latine. Alors, la question de l'écopédagogie est reprise par la suite par Moacir Gadotti au Brésil, et donc l'Institut Paulo Freire du Brésil dans le contexte du sommet de Rio en 1992, où est aussi édictée une charte de la Terre. Et de ce point de vue-là, la position de Moacir Gadotti, c'est de développer une pédagogie de la Terre, une écopédagogie, une citoyenneté sensible aux questions environnementales. Donc là, il s'agit effectivement de développer une conscience planétaire avec l'idée que l'écologie suppose un processus de conscientisation qui implique l'idée d'avoir conscience que les questions locales et les questions mondiales sont interreliées dans l'écologie. On ne peut pas séparer les deux niveaux, et donc ça nécessite une prise de conscience tout à fait particulière. Lorsque l'écopédagogie arrive en Amérique du Nord, elle arrive dans une perspective critique relativement à l'éducation à l'environnement. En effet, l'éducation à l'environnement est une approche, on va dire, dépolitisée, qui s'intéresse surtout à la dimension environnementale de la problématique écologique, mais la délie de ses dimensions sociales et politiques. Donc, l'écopédagogie va apparaître comme une manière de repolitiser
la question de l'éducation aux questions écologiques. Néanmoins, comme on l'a vu précédemment, la transposition de l'éco-pédagogie dans un autre contexte que l'Amérique latine pose des difficultés dans la mesure où c'est un courant qui est marqué par la théologie de la libération et donc tout un ensemble de présupposés chrétiens qui ne sont pas nécessairement acceptés par tout le monde. D'où le fait que l'on a des éco-pédagogues en Amérique du Nord qui ont essayé de chercher d'autres fondements à l'écologie et à l'éco-pédagogie en allant chercher du côté du stoïcisme, de la philosophie stoïcienne. En effet, les stoïciens, dans l'Antiquité, sont un courant qui considère que le monde peut être comparé à un grand être vivant, c'est ce qu'on appelle l'iliozoïsme, et tout en articulant cette pensée à une forme d'humanisme, mais aussi à un engagement, à l'idée qu'il est nécessaire de s'engager dans la société, de jouer un rôle politique. Donc en fait, les auteurs qui vont se référer au stoïcisme dans l'éco-pédagogie vont essayer de valoriser cette dimension à la fois de cosmos et cette dimension d'engagement sociopolitique qui leur paraît caractériser le stoïcisme. Alors, quelles sont les problématiques que doit affronter l'éco-pédagogie dans un contexte dans le contexte des pays du Nord? Il faut voir que la question de l'écologie politique est marquée par un certain nombre de controverses et de ce point de vue, une éducation éco-pédagogique peut être amenée à favoriser une réflexion, une conscientisation autour de ces problématiques. Quelles sont-elles? Par exemple, l'opposition entre le respect de la nature, donc une éthique biocentrée, et le respect de l'être humain, c'est-à-dire une éthique anthropocentrée. Il faut se rappeler que Pédagogie des opprimés de Paulo Freire est plutôt appuyée sur une approche anthropocentrée. D'un autre côté, il y a aussi d'autres contradictions telles que celle entre le respect de la nature et la protection de la nature et l'antiracisme, par exemple, puisque parfois on va accuser les pays du Sud d'être à l'origine de difficultés environnementales, en particulier autour de questions démographiques. On peut aussi voir des contradictions entre, par exemple, l'écologie et le féminisme, puisque le féminisme a pu valoriser l'électroménager ou un certain nombre d'innovations technologiques comme ayant aidé les femmes à se libérer d'un certain nombre de charges, et à l'inverse, l'écologie va revaloriser certaines tâches traditionnelles avec le risque qu'elles soient réassignées aux femmes.